Alors, bonjour tout le monde, bonne rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Content de vous retrouver pour une autre session qui risque d'être sportive, bien remplie. On le sait, un des sujets qui nous préoccupe beaucoup, sur lequel on met l'emphase depuis quelques semaines, c'est le fait que notre système de santé se détériore et que dans plusieurs régions du Québec, c'est même dangereux. Donc, on a fait une tournée sur la Côte-Nord. On s'est rendu à Drummondville, on s'est rendu en Outaouais, dans l'est de Montréal, on est allé à Rouyn-Noranda pour constater à chaque fois un manque de planification qui a des impacts sur des services qui sont essentiels à la population. Donc, comme vous le savez, le Parti québécois est moins intéressé par les brassages de structures, la création de structures qui augmentent la taille de l'État. On est plus intéressé par les services directs à la population, une première ligne forte en matière de santé. Donc, c'est un sujet qui va continuer de nous préoccuper parce qu'on est une société qui est assez riche pour soigner son monde et il n'y a pas d'excuse, surtout devant une détérioration, comme on le voit en ce moment, de la qualité des soins de santé. Sinon, dans les thématiques qui vont guider notre action politique, attendez-vous à de la constance de notre part. Donc, on est dans la continuité. Évidemment, sur l'immigration, c'est une perte de contrôle, un fiasco total. La CAQ est dépassée, puis il n'y a toujours pas d'autres solutions que des comités nébuleux. Sur l'énergie, on le voit à nouveau, beaucoup d'improvisation. On aura l'occasion d'en parler peut-être, mais clairement, on a fait passer un surplus en un déficit. Et là, on improvise des solutions alors que la personne qui s'en occupait personnellement vient de disparaître. Ça soulève des questions. Sur le plan économique, on a mis tous nos œufs dans le même panier sur quelques méga entreprises pendant que nos PME sont plus capables de se développer. Ils n'ont pas l'électricité, ils se font dire qu'il n'y a pas d'espace pour eux. C'est un sujet économique très important sur lequel on va revenir. Le coût de la vie, particulièrement les jeunes et l'accessibilité à la propriété, l'épicerie, etc., c'est sûr qu'on va revenir là-dessus. Et on veut un État qui augmente les services et non pas qui augmente la bureaucratie, je l'ai dit, mais ce sera un sujet. Donc, on savait que la CAQ est un gouvernement qui est dépassé dans plusieurs enjeux, désorganisé également. Mais la nouvelle variante avec la partielle qui s'en vient dans Terrebonne, c'est que c'est un gouvernement qui ouvertement manque de motivation. Et nous, on manque aucunement de motivation et on est content de continuer ce rôle-là qui est constructif, mais qui oblige ce gouvernement-là à une reddition de comptes dans les dossiers qui ne fonctionnent pas. Donc, voilà notre mission cette session. Des questions? Oui, peut-être sur votre plan en immigration, vous avez décidé de le reporter. Il n'est pas reporté, donc au cours des prochaines semaines, mais se pose la question qui est identique à la question qui se posait dans Jean Talon. Est-ce que, quelle est la date, là, quels sont les indices de déclenchement de la partielle? S'il y a une partielle, comme dans Jean Talon, on va être entièrement consacré à la partielle et aux enjeux de Terrebonne. Même chose que ce qu'on avait fait dans Jean Talon. Donc là, on... Bien, c'est pas reporté, c'est même pas mis sur pause, mais ça peut être interrompu par un déclenchement. Voir le lien entre l'élection partielle puis le C'est plan. le même que lorsqu'on déposait les finances d'un Québec indépendant pendant la partielle de Jean Talon. On avait pris la position qu'on ne voulait pas qu'une semaine de campagne qui doit être consacrée à la circonscription soit consacrée à un sujet autre. Donc, s'il y a une partielle, même doctrine qu'il y a un an, on va se consacrer entièrement. Pendant 6 mois, vous prévoyez présenter quand le plan en date d'aujourd'hui? Au cours des prochaines semaines, c'est sûr que là, on essaie de voir quelles sont les indications à deux niveaux, c'est-à-dire le moment de la partielle. Puis également, le gouvernement de la CAQ parle d'annonces ou de négociations qui vont bon train avec le fédéral en matière d'immigration. La vérité, c'est que ça fait des années que ça ne bouge pas pendant que le nombre d'immigrants temporaires augmente. Donc, on essaie de voir aussi à ce que notre plan soit adapté à là où est rendu le gouvernement. Pour l'instant, on n'a pas d'indication. Donc, ce sera dans les prochaines semaines. C'est vraiment l'automne. C'est quoi le si? Vous dites s'il y a une partielle, il y en a une, il n'y a pas de si, mais s'il y a une partielle s'il y a une tôt... partielle tôt, voilà. Oui, excuse. Donc, s'il y a une partielle avant Noël, vous reportez votre plan? Non, en fait, on va le faire tout de suite après la partielle. C'est sûr que c'est cet automne là, pour revenir. En même temps, c'est parce que depuis un bon moment maintenant, on vous entend marteler qu'il y a une urgence en immigration, puis ça a été le sujet de vos préoccupations l'année dernière au complet. C'est pas un drôle de message de dire, ben non, notre priorité en ce moment, c'est pas nécessairement ça, c'est de remporter Terrebonne? Non, mais comme je vous le dis, nous allons déposer notre vision
de l'immigration, un modèle durable, équilibré et respectueux de la capacité d'accueil du Québec, un modèle qui intègre. On va présenter tout ça. C'est un document qui est très volumineux. Ça va avoir lieu cet automne. Il y a une variable qu'on ne contrôle pas, qui est le moment de la partielle. Mais sinon, ayez la certitude... Déclencher rapidement? Oui, je l'ai demandé, je le réitère, le plus rapidement possible pour la circonscription, à la demande des élus locaux. Si on ne finit pas le mandat, puis qu'on juge que ce n'est pas si grave de ne pas respecter son engagement, le minimum de respect, c'est de ne pas laisser la circonscription en plan trop longtemps sans député. Est-ce que vous avez 2 partiels en même temps pour Arthabasca? Non, je veux dire, là, c'est pas du tout la même situation. Là. Il y a une certitude qu'il y a une partielle dans Terrebonne. Donc, c'est celle-là qui doit être déclenchée. Est-ce qu'on doit parler de votre plan d'immigration durant la partielle? C'est ça que je comprends pas. Donc, vous voulez pas qu'on en parle durant cette partielle-là? Vous voulez attendre après? Comme avant ou après, mais lorsqu'on est en partiel, on sera entièrement consacré aux enjeux de Terrebonne, comme on l'a fait pour Jean Talon. L'immigration? Avez-vous peur que le contenu de votre plan vous nuise dans Terrebonne? C'est la même question qu'on me posait par rapport aux finances d'un Québec indépendant. J'avais répondu la même chose que je vais vous dire aujourd'hui. Si on mène une campagne sur une partielle, on veut que la campagne porte sur Terrebonne et sur la partielle, et c'est respectueux de la population et de ce processus-là. Les gens de Terrebonne veulent savoir votre plan d'immigration, ils veulent le connaître eux aussi. On va mener campagne sur les enjeux, puis nos positions en immigration, quand même, on n'a pas été discret ou on n'a pas manqué de transparence. Maintenant, déposer un plan très volumineux, on va réserver un espace de discussion uniquement là-dessus. Je m'excuse, j'ai raté le début, je l'ai peut-être précisé, mais je suis pas sûre de comprendre votre échéancier. Si la partielle est dans 6 mois, là, vous allez le déposer avant? Ça va être cet automne dans tous les non, cas. Je comprends que vous voulez une date date précise, là. Ça va être cet automne dans tous les cas, mais le moment va être en fonction de cette partielle qu'on ne contrôle pas. Si je le contrôlais, le moment de déclenchement de la partielle, j'aurais une réponse toute claire pour vous. C'est juste que je ne contrôle pas cette décision-là. C'est très tard, donc éloigné. On va le savoir bientôt, on va l'avoir bientôt, votre plan. Exact. Est-ce que l'immigration, c'est un enjeu dans Terrebonne? C'est un enjeu parmi tant d'autres. Je ne vous dis pas que je ne parlerai pas d'immigration. Je vous dis que le plan de plusieurs pages ne sera pas déposé pendant la partielle. Il va y avoir un espace de discussion réservé à ça. Puis la partielle va porter sur Terrebonne. Vous avez dit, on est clair de toute façon depuis longtemps, donc on comprend que vous ne changerez pas de position sur l'immigration. Là. Non, vous souhaitez toujours qu'on... Il n'y a pas de surprise, mais c'est tellement différent. Exact. Mais c'est tellement différent de l'approche de la CAQ. Et il y a une telle complexité parce que l'immigration temporaire se divise en plusieurs catégories. Donc, on présente notre plan dans chaque catégorie. Ça va occuper l'espace lorsqu'on déposera, un peu comme le budget d'un Québec indépendant, ça va occuper l'espace un bon 2 semaines. Et donc, il va y avoir un espace approprié et réservé pour cette discussion-là. Donc, il y a une limite aussi d'immigrants temporaires. On comprend que vous allez fixer un seuil. On va réduire substantiellement le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire et on va présenter comment. Est-ce que les Québécois doivent se préparer à perdre de l'argent avec nos lois? Question fondamentale. Est-ce que le gouvernement a octroyé des centaines de millions, parce qu'on a déjà déboursé de l'argent, sans obtenir une quelconque garantie quant à cette activité économique, quant à la construction de l'usine? Et regardez l'actualité en Suède, le Dagens Nyheter, qui est le journal suédois qui couvre l'actualité, et les politiciens en Suède tentent de rassurer en disant on n'a pas mis beaucoup de fonds publics. On parle de 100 millions dans l'article que je lisais hier. Et l'argent qu'on a dépensé, on va pouvoir la récupérer. Se pose la question, si on est rendu à près de 600 millions, là, les chiffres varient, là, mais c'est entre 400 et 600 millions de déjà déboursés en argent public dans un projet où vraisemblablement on n'a pas fait nos devoirs, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan des risques, ni sur le plan du calendrier. C'était vraiment un projet personnel à M. Fitzgibbon qui n'est plus là. Est-ce que si jamais le projet bat de l'aile ou l'entreprise bat de l'aile de sorte que l'usine n'a pas lieu, est-ce qu'on va récupérer, est-ce qu'on a prévu au contrat de récupérer ces sommes-là ou est-ce que ce sont des sommes qui vont s'envoler? On parle de centaines de millions de dollars qu'on a dépensés un peu comme si c'était une poignée de change. C'est l'argent des Québécois, puis c'est des centaines de millions. Je pense que c'est une question fondamentale que vous posez. À qui revient la tâche désormais de répondre aux questions sur ce projet que vous qualifiez de personnel? Au PM ou à Mme Fréchette? Au PM, sans l'ombre d'un doute. C'est lui qui a favorisé ses intérêts électoraux dans les sondages aux dépens de l'intérêt public
en demandant à son super ministre, qu'il qualifie de génie extraordinaire, de quitter de manière précipitée avant l'étude du projet de loi, de sorte que là, il y a une nouvelle ministre qui est censée maîtriser un dossier très, très complexe en l'espace de quelques jours. C'est de l'improvisation. Et c'est à François Legault de répondre du fait qu'il fait passer son affection pour les sondages avant l'intérêt public qui aurait été d'assurer un minimum de continuité dans une œuvre très personnelle de Pierre Fitzgibbon, dans le cadre de laquelle on est passé d'un surplus énergétique à un déficit énergétique avec tous les défis que ça implique lorsque la production d'électricité nous coûte maintenant 11 ou 12 cents du kilowattheure. Il reste. Pardon? Il aurait mieux valu qu'il reste, M. Fitzgibbon. Bien, il me semble que quand tu entreprends quelque chose, puis que tu crées un déficit énergétique, puis que tu as vendu de l'électricité à 7 cents aux Américains, puis à 3,6 cents à des entreprises privées, alors qu'il en coûte 11 ou 12 cents à en produire, s'il y a un déficit, puis il y a un projet de loi sur la table, puis c'est le tien, en principe, tu termines. Mais ce qu'on comprend, c'est que Pierre Fitzgibbon aurait pu terminer, mais s'est fait dire par le premier ministre, pour mes intérêts électoraux, je pense que c'est mieux que tu quittes, puis on va s'arranger. Mais on ne peut pas être plus dans l'improvisation que ce matin sur des sujets fondamentaux, notamment celui de la privatisation d'une partie des activités d'Hydro-Québec. Mais comment le départ de M. Fitzgibbon sert les intérêts électoraux de la CAQ? Bien, c'est-à-dire que de l'aveu même du premier ministre, c'était une distraction. Il était trop transparent sur des choses comme l'augmentation des tarifs, le fait qu'il allait quitter éventuellement. Et on a décidé à l'interne, pour des raisons qu'on ne nous dit pas au complet, j'ai l'impression, là, que mieux valait que Pierre Fitzgibbon disparaisse. Mais c'est parce que ça crée une situation très difficile sur le plan de l'étude de ce projet de loi. On a suggéré au moins de prendre une pause, laisser à la nouvelle ministre le temps de s'approprier le dossier. Donc, vous me posez la question, qui doit répondre de cette improvisation-là? À nouveau, c'est François Legault. C'est politique. Vous parliez de la privatisation, il y avait des tensions quand même. M. Fitzgibbon, il voulait plus de privé, lui, puis le PM et Hydro ont mis leurs pieds à terre. C'est pas une bonne nouvelle, ça, pour les Québécois? Moi, je suis contre la privatisation des activités d'Hydro-Québec. Mais le sujet ici, c'est lorsqu'on prend un engagement auprès des électeurs sur 4 ans, ou si minimalement, lorsqu'on prend l'initiative d'un projet de loi qui pourrait complètement changer le portrait de l'énergie au Québec, vous me posez la question, est-ce qu'il aurait dû terminer ce qu'il avait initié? La réponse, évidemment, c'est oui, mais il s'est fait dire par le premier ministre de se tasser. Dans quel cas, il y a des conséquences au niveau de l'improvisation. C'est responsable de promettre, comme le premier ministre le fait, de geler les tarifs à 3 pour le résidentiel? Bien, je suis curieux de savoir... Moi, je suis d'accord avec l'orientation d'augmenter les tarifs des entreprises, mais en même temps, ce que la CAQ a fait au cours des dernières années, c'est de vendre aux entreprises à très, très bas prix cette énergie-là. Donc, c'est très contradictoire. À nouveau, c'est de l'improvisation parce que lorsqu'on vend à 3,6 cents à des entreprises, puis qu'on sait que notre coût de production est à 11 ou 12 cents, puis qu'on est en déficit, c'est surprenant ensuite, quelques années plus tard, de dire « Ah, bien, vous savez quoi, on va augmenter les tarifs des entreprises. » Donc, est-ce que vous, par exemple, êtes d'accord avec geler les tarifs à 3 pour le résidentiel? Nous, on n'a aucune augmentation du tarif résidentiel dans notre programme. On n'a jamais non plus mentionné ça. Donc, on est d'accord avec l'idée d'augmenter le tarif des entreprises, mais on est curieux, étant donné qu'on n'a pas l'information sur la planification énergétique d'Hydro-Québec, on ne l'a pas au complet, là. Curieux de savoir, le premier ministre est-il en train d'improviser pour contredire ce que Pierre Fitzgibbon venait tout juste de dire? Ou est-ce que ça correspond véritablement à un plan, dans quel cas on est ouvert à l'étudier, c'est-à-dire on augmente qui, à quel taux? Pour l'instant, on n'a rien. Vous avez commencé votre transition. Là. Le gouvernement du Parti québécois ferait quoi avec les tarifs d'électricité, sachant qu'il faut investir massivement? Quelqu'un va payer. Là. Qui va payer? Qui va payer? Pour que les tarifs soient à 3 Bien, c'est-à-dire qu'il y a déjà un bloc patrimonial. Les prix bas puis l'augmentation à 3 c'est l'œuvre de... C'est comme une richesse collective qu'on s'est donnée il y a plusieurs décennies, qu'on peut conserver si on ne place pas le Québec en déficit énergétique en vendant à rabais les surplus. Mais là, c'est ça que la CAQ vient de faire. Elle a créé donc une situation de déficit de toutes pièces. Et oui, c'est un casse-tête parce que ça coûte très cher produire de la nouvelle électricité. La question, c'est on augmente les entreprises à combien? 4, 5, 6 comme le dit PM, ou on mange le dividende d'Hydro-Québec? C'est quoi la solution? On va chercher où l'argent? Je vais attendre de voir ce que le PM a préparé comme planification, puis l'impact justement sur les finances d'Hydro-Québec. Donc, ça sert aussi à ça, mais qui est responsable
de la déclaration qu'on va geler à 3 % le tarif résidentiel, mais qu'on va augmenter les entreprises, c'est le PM. On se croise les doigts que ce n'est pas une autre affirmation en l'air en fonction du sondage du jour, puis que ça correspond à une vraie planification. Dans quel cas, bien, on va étudier ça avec bonne foi. Vous êtes-vous trop avancé en révélant que vous faites des appels pour créer votre futur mais écoutez, cabinet? Je ne sais pas si on me reproche de ne pas avoir menti, mais il y a un journaliste qui fait son travail et qui me pose une question en fin d'entrevue. Avez-vous un tel comité de préparation à la prise de pouvoir en 2026? Puis la vérité, c'est qu'on a un tel comité, comme on a un comité en éducation pour préparer un sommet sur l'éducation, comme on a un comité sur les candidatures féminines. Je ne nommerai pas tous les comités, mais on a beaucoup de richesses dans les générations de péquistes qui ont servi au gouvernement. Et le journaliste me pose la question, je lui ai répondu la vérité. Et, tu sais, si on prend un pas de recul, ce qu'on reproche le plus à la CAQ et aux politiciens en général, c'est le manque de transparence et le manque de préparation. Nous, on est sérieux. Puis, notre objectif, c'est de former le gouvernement en 2026. Donc, oui, on se prépare. Et je n'ai pas honte de ça. Donc, un journaliste me pose la question, ce n'était pas moi qui le voulais l'amener, mais en fin d'entrevue, si on me pose la question, je ne mentirai pas. Je ne vois pas de raison de cacher le fait que sur tous les sujets, on se prépare, on est rigoureux, et je pense que c'est ce qui nous distingue de la CAQ, qui est souvent en train de travailler sur un coin de table. Nous, on fait nos devoirs, puis on a un objectif, et on est sérieux. En éducation, justement, le Québec solidaire propose un programme national d'alimentation scolaire. Je me souviens de la campagne électorale avec M. Lisée. J'étais présent dans l'appartement de Rosemont qui proposait essentiellement quelque chose oui, c'est ça, de similaire. Est-ce que vous comptez tendre la main à Québec solidaire pour dire faisons force commune face au gouvernement pour faire avancer ce projet-là, puisque vous semblez avoir des... Vous êtes d'accord? Tendre la main, on était là avant. On a proposé... Non, je pense que vos lecteurs, ça les intéresse. Et on l'a écrit, mais c'est pas ça ma question. Je ne l'ai pas lu dans votre journal. Ah, bon, ben, j'irai le retrouver. Mais est-ce que vous voulez travailler avec eux pour faire avancer ce dossier-là? Je les remercie de se joindre à notre proposition qu'on a fait bien avant eux. Il y a plusieurs États américains qui sont allés de l'avant, notamment le Minnesota de M. Waltz. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, ils s'ajoutent à ceux qui croient ça. Alors, on va travailler ça ensemble, mais c'est pas Québec solidaire on va tout faire ça ensemble. On est ouvert. Mais il y a une nuance, par contre. Dans ce que le Parti québécois avait proposé, c'était pas un programme universel de gratuité partout, là, parce que ça change énormément les paramètres financiers. Ça change aussi la responsabilité des parents. Nous, ce qu'on proposait, c'était des lunchs qui sont servis au coûtant, au prix coûtant, pour tous les enfants, sauf des enfants qui n'ont pas les moyens. Donc, on voulait un programme qui est quand même différent de ce que la QS propose, c'est-à-dire que l'État paie tout. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec on est d'accord que les enfants à l'école devraient pouvoir apprendre le ventre plein, mais on n'a pas la même approche parce que nous, on pense que les parents devraient être responsables du coût de ce lunch-là, sauf pour les familles qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, c'est une approche différente. Le sujet est lancé, mais ça a été fait aux États-Unis notamment. On va prendre une dernière question. Vous en avez une? Mais pourquoi ça devrait être le gouvernement qui est responsable de ça plutôt que des organismes communautaires? C'est déjà le cas là, pour des collations, pour certaines choses dans les écoles? Bien, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existent, le Club des petits déjeuners. Il y a plusieurs organisations partout au Québec. Les CPE le font de façon systématique parce que ça permet de coordonner une action où on a un standard de qualité partout au Québec. On a une offre universelle qui, évidemment, si les enfants n'en veulent pas, ils ne sont pas obligés, mais ça offre un standard. Alors, partout aux États-Unis, je pense qu'on est rendu à 8 États, ça fonctionne très bien, un peu partout dans le monde. Il y a des enfants qui malheureusement ne mangent pas pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'on devrait les pénaliser en disant, bien, vos parents devraient le faire? Je pense que c'est un beau programme. On est une société qui est capable de le faire, qui a cette générosité. Et on assure vraiment là, de standards de qualité pour les enfants. Alors, c'est dans ce sens-là que notre proposition du printemps 2023 était dans ce sens-là. Et là, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. C'est une bonne idée. Et si le gouvernement veut cheminer là-dedans, il peut compter sur notre concours. C'est une bonne idée de Jean-François Lisée en 2018. C'est peut-être une combinaison des deux. Qui pourrait être intéressante pour votre 2018,
et 2023, les deux idées vont dans le même sens. Donc, assurer aux enfants une alimentation de qualité en milieu scolaire. Un repas. L'heure de qualité n'est pas toujours là en ce moment. On peut penser Ça varie. Ils ne sont pas tous équipés aussi pour l'instant. Dans les CPE, honnêtement, c'est impeccable. Moi, ce que j'ai vu, puis je peux en parler sur une base personnelle. Donc, écoutez, on est ouvert à la discussion. Il y a une différence sur l'approche, le modèle, et donc combien ça coûterait à l'État. Mais la discussion, nous autres, on est ouvert, là, on est disponible. Merci. Pas d'anglais? Excusez-moi, je suis arrivé en retard, mais... Si tu avais une question, ça serait quoi? Je vais réécouter, je suis désolé. Assez de pas oublier mon téléphone.